Merci beaucoup. Alors, vous avez vu que j'ai un petit peu embêté les techniciens pour avoir le plaisir d'avoir cette carte derrière moi. J'espère qu'en appuyant sur le bouton, ça va marcher. Je ne garantis pas. C'est une vidéo qui fait 203 secondes et qui va vous permettre de regarder ce qu'ont été les frontières de l'Union, de l'Europe tout entière dans les 10 derniers siècles. Vous allez voyager pendant 1000 ans en 203 secondes. La Pologne, la voir disparaître et apparaître, qui a été 500 km d'un côté, 500 km de l'autre. La France une et indivisible, se fragmenter, déborder, rétrécir. On parle pas de l'Allemagne, des empires qui se sont plus éternels. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses encore à dire après. Donc vous voyez, quand vous avez des hommes et des femmes politiques qui vous parlent de pays un et indivisible, de républiques ou de royaumes éternels, d'empires qui ont toujours été là et qui seront toujours là, soit ils sont terriblement prétentieux, soit terriblement ignorants, soit terriblement menteurs, mais c'est forcément une de ces trois solutions. Car l'histoire nous enseigne que les territoires sont des êtres vivants. Et qu'en fonction de ce qui s'y passe, bien, les frontières que l'on croit intangibles bougent beaucoup. On vient de parcourir 10 siècles. Je vous invite simplement à revenir un siècle en arrière. Imaginez, beaucoup d'entre vous sont étudiants, vous êtes à Toulouse, 5 places du Capitole, c'est-à-dire au Bibent. Le Bibent qui a ouvert quelques années plus tôt, en 1882, on est en 1914. Il y a un siècle, printemps 1914. Là, à une
table de ce café, le Bibent, vous avez 4 étudiants. Vous avez un Prussien, Jürgen, qui est là, qui discute avec un Turc, Mahmoud, un Ottoman, qui discute avec un Russe, Boris, qui discute également avec un Austro-Hongrois, Hans. Et tous ces gens-là sont membres d'empires qui, en 1914, sont là pour eux de toute éternité et pour toute éternité. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à l'étage, au Bibent, et je n'invente rien, il y a un autre étudiant, un Serbe, qui s'appelle Gavrilo Princip, qui, par un coup de feu, quelques mois plus tard, va déclencher quelque chose qui va faire que les 4 empires auxquels appartiennent les 4 étudiants que je viens de citer vont disparaître. Je ne sais pas ce que nous réserve le XXIe siècle, puisque tous les jours les choses bougent. Qui aurait dit il y a encore 1 an ou 2 que la Crimée allait connaître le sort qu'elle connaît aujourd'hui, parce que cette carte s'arrête en 2012, mais depuis en 2 ans, il y a encore des couleurs qui ont changé sur la carte, et ce n'est pas terminé. Tout ça pour vous dire que ces histoires de frontières sont quelque chose qui sont très très importantes dans l'histoire humaine. Très importantes parce qu'un mauvais trait sur une carte crée de gros désastres. De gros désastres. Je pourrais vous parler de la conférence de Berlin 1885 où les puissances européennes se sont, à grands coups de trait sur la carte africaine, partagé des territoires et des peuples qui ne leur appartenaient pas. Voilà pourquoi certains pays d'Afrique sont très curieux avec des frontières très très rectilignes, avec des conflits qui n'en finissent pas. Centrafrique n'a jamais existé. C'est ce qui restait entre les possessions anglaises et les possessions françaises. On a regroupé tout ça, on a dit que ça s'appelait Centrafrique. Ce qui s'est passé il y a 2 ans en Côte d'Ivoire, c'est le fruit de la conférence de Berlin. Ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui, c'est encore le fruit de la conférence de Berlin. Je ne sais pas s'il y a des Anglais dans l'assistance, mais les Anglais, vous êtes des spécialistes pour foutre le bordel sur les cartes. La Belgique, c'était simplement pour emmerder les Français, pour créer un espace en haut de la France, là pour être sûr qu'on n'aille pas plus loin. Mais l'Irak n'a jamais existé. L'Irak a été créé de toutes pièces, et vous savez ce qu'est l'Irak encore aujourd'hui. L'Afghanistan a été également créé, comme l'Irak, par les Anglais. Donc, il ne faut pas croire que ces histoires de frontières, de traits sur des cartes, comme ça, c'est simplement une erreur, et puis le temps passe et les choses se calment. Non, les choses ne se calment pas forcément. On peut traîner pendant des années et des années. Même quand c'est validé par un traité, le traité de Sèvres en 1920, avait créé par exemple le Kurdistan. Le Kurdistan n'a jamais vu le jour, si ce n'est qu'il a toujours existé depuis des temps immémoriaux, mais sur la carte il n'existe pas. 4 pays, 4 États-nations officiellement reconnus se le partagent, et on sait le drame qu'ont connu les populations kurdes, que ce soit en Irak, en Iran, en Turquie, en Syrie. Il ne faut pas citer les 4 pays qui recouvrent le Kurdistan historique. Même aujourd'hui, avant-hier, notre Premier ministre, le nouveau Premier ministre, annonce face à la représentation nationale qu'il veut modifier les frontières des régions. Vous avez vu les réactions des gens qui sont justement gardiens des frontières, parce qu'ils en sont les petits chefs, les présidents de conseils généraux, régionaux, etc. Chacun étant persuadé que sa frontière est une et indivisible et ne changera jamais. Dans le cadre de l'Occitanie qui nous est chère, on sait très bien que la carte de l'Occitanie a été fragmentée à travers l'Ancien Régime puis la République pour nier ce fait important qu'il y avait là une culture originale qui avait beaucoup de choses à apporter au monde, y compris à la République française, en avance sur bien des égards, comme par exemple le droit du vote des femmes et autres, qui ont été niés parce qu'on a plaqué une carte qui ne correspondait pas à la réalité. Alors moi je dis au nouveau Premier ministre, les chiches, puisqu'on veut réouvrir la question des cartes. Regardons simplement la carte d'Occitanie. Il y a 6 régions, vous les simplifiez. On va peut-être pas arriver à 3, il faut tout diviser par 2. Pourquoi par 2? Pourquoi pas par 1,8? On ne sait pas. Donc par 2, peut-être qu'il serait raisonnable d'arriver à 4. Je parle devant quelqu'un avec qui nous en avons discuté calque en main, et il se reconnaîtra, j'espère, dans mes propos. On pourrait très bien avoir une grande Gascogne qui prendrait toute l'Aquitaine existante, moins le Pays Basque, puisque le Pays Basque a vocation de travailler en euro-région, le Pays Basque français avec son homologue, le Pays Basque Sud, mais cette grande Aquitaine, cette grande Gascogne,
pourrait normalement recevoir l'essentiel du Gers et toutes les Hautes-Pyrénées. Et puis il y aurait un grand Languedoc historique, ça me plaît assez, puisque moi je suis natif d'Albi, ce serait la reconstitution du domaine des Trincavel, une vieille vengeance 8 siècles plus tard. Ce serait en gros tout ce qui reste de Midi-Pyrénées, plus tout le Languedoc, sauf le Gard des Plaines, c'est bien oui, mais le Gard des Plaines est provençal, n'est pas languedocien, et bien évidemment pas les Pyrénées-Orientales qui sont catalanes et qui doivent travailler en eurorégion avec la Catalogne éternelle qui est de l'autre côté des Pyrénées. Voilà déjà deux régions, la Gascogne et le Languedoc. Troisième région, la Provence. La Provence, c'est le PACA, j'adore ce mot, le PACA habituel, plus donc le Gard des Plaines, plus la Drôme et l'Ardèche, belle région. Et ensuite, on a les grandes régions qui sont dans le Massif central, l'Aquitaine l'Auvergne et le Limousin qui refont l'Auvergne historique. Voilà. C'est un grand chamboulement. On a déjà reconstitué 4 régions qui font sens sur le plan socio-économique, sur le plan linguistique, sur le plan tout simplement même des paysages et de la langue. Parce que ce qui est très surprenant, peut-être pas si surprenant que ça quand on s'intéresse à l'histoire, c'est que la plupart des conflits, quand les frontières sont mal dessinées, ressurgissent à travers des questions linguistiques. Regardez ce qui se passe en Ukraine, c'est bien russophone et ukrainophone qui fait la différence réelle. On ne sait pas s'ils sont de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs. Ils sont « je parle russe » ou « je parle ukrainien ». Et c'est ça qui fait vraiment souvent la différence. Dans la carte que l'on vient de voir, sachez que 99,99% des changements de traits que vous avez vus sur cette carte ont été faits dans des flots de sang. C'est la violence qui a fait bouger les cartes. Quel est le défi que pourrait avoir relevé notre époque? C'est de se dire, puisque l'on sait, même si on essaie de le nier, on sait que les territoires sont appelés à évoluer. Qu'est-ce que sera la France dans 2 ou 3 000 ans? J'en sais rien, je ne sais même pas si le concept de France voudra dire encore quelque chose. Peut-être, je ne le décrète pas, je ne le sais pas. Mais ce que l'on peut essayer de faire, c'est de dire que ces évolutions doivent être apaisées. Je vous dis franchement, moi, ça ne me choque pas que les gens de Crimée veuillent faire un statut à part, avec une meilleure reconnaissance du risque. Ce qui me choque, c'est que ce soit fait sous la botte des chars russes. Ça me choque énormément. Voilà. Mais que la Crimée, qui était un cadeau fait par Staline, comme la Loire dite inférieure est un cadeau fait par Pétain au Pays de Loire, donc il y a toujours des moments comme ça où un trait de plume on change les choses, ça ne me choque pas que ces gens-là, après tout un siècle après le traité de Versailles, le président Wilson nous a expliqué, la place Wilson nous a expliqué le droit des peuples à décider de leur sort par eux-mêmes, ça ne me choque pas et encore moins que la Catalogne. J'ai déjà réservé ma soirée du 9 novembre prochain pour faire la fête sur les Ramblas. Ça ne me choque absolument pas que la Catalogne décide d'en prendre en main de manière beaucoup plus autonome son destin. Ce qui serait dramatique, c'est que la Catalogne le fasse dans le sang, qu'elle le fasse en excluant les non-catalans, et qu'elle dise « parce que je suis catalan, je suis meilleur que les autres ». Vous voyez, moi j'ai connu la Yougoslavie. Je discutais avec des gens qui étaient yougoslaves un soir en se couchant, qui se sont réveillés serbes ou croates le lendemain matin. Et que pour faire exister leur servitude ou leur croacité, en sont venus à se massacrer les uns les autres pendant plusieurs années, un drame épouvantable. On ne peut même pas encore se balader dans la plupart de ces régions-là, tellement le sol est infecté de mines antipersonnelles. Tout simplement parce que chacun a voulu dire que le croate était plus important que le serbe, et que le serbe était plus important que le croate. Je crois que chacun est important. Et c'est quand on reconnaît justement cette pluralité qu'on a la solution. Parce qu'on a des conflits de territoires qui sont d'un ridicule achevé. Je ne sais pas si on nous observe depuis d'autres planètes, mais de voir le royaume d'Espagne qui revendique Gibraltar, parce qu'après tout c'est quasiment sur son territoire, mais qui trouve tout à fait normal d'avoir des enclaves à Ceuta et Melilla, comme explique la logique des choses, ou c'est l'un ou c'est l'autre, mais ça ne peut pas être les deux. Ou le Japon et la Chine qui, pour 8 petites îles absolument des rocs qui émergent de l'eau à marée basse, absolument inhabitables, sont prêts à déclencher un conflit mondial, c'est absolument hallucinant. Je sais bien qu'on a tous des cerveaux de
de primates et qu'en bon mammifère, il faut marquer son territoire en glissant aux 4 points. Mais enfin, j'espère que maintenant, on peut quand même évoluer et considérer que l'humanité n'a pas forcément besoin de borner à ce point-là le territoire de sa tribu pour exister. Moi, ce que je sens, c'est qu'effectivement, on a un défi à relever. J'ai été volontiers provocateur, vous le sentez dans mon propos, hein, je ne suis pas tout à fait dans l'orthodoxie franchouillarde, hexagonale, bienvenue. Je vous signale que si jamais là, il me prenait l'envie de déclarer l'indépendance de la Basse-Ariège, je serais coupable d'un délit au regard du droit français. On m'attendrait à la sortie pour me passer les menottes. C'est très sensible, ces questions-là, c'est pour ça que je me garderai bien de prendre ce risque. La Basse-Ariège est française, elle restera française, bien évidemment. Vive l'Ariège, une et indivisible. Je crois surtout que cette histoire de méconnaissance, cette histoire de peur doit être dépassée. Et je vais conclure en vous donnant 2 anecdotes de mon passé de vice-président du Parlement européen, puisque je ne cumule pas, je ne le suis plus. Le débat sur les Saamis, c'est-à-dire les Lapons. Grande trouille en Finlande. Ils sont très peu nombreux, en plus ils ne parlent pas une langue, ils en parlent 4, il faut quand même s'arranger entre eux pour parler là, quand on est si peu nombreux, mais non, la richesse Saami fait qu'ils ont 4 dialectes différents. Si on commence à leur donner une reconnaissance, ça veut dire quoi ensuite? C'est l'indépendance, ils vont aller traiter avec les Russes, l'Union soviétique à l'époque. Moi j'étais Benjamin du Parlement européen, donc ça remonte, il y avait encore d'être pas connu, c'est l'Union soviétique, c'est trop jeune. L'Union soviétique, bientôt il y aura des fusées soviétiques basées près du Cap Nord, enfin, il y a un délire complet. Mais vraiment, on voyait des gens très raisonnables par ailleurs. On parlait des Saamis à Helsinki, c'était on renversait la table, on ne pouvait pas finir le repas, on se fâchait. Puis finalement, on s'est dit, et si on essayait? On a fini par donner un statut digne de ce nom aux Saamis. Depuis, il n'y a pas plus finlandais intégré que... ce fantasme de « je reconnais la différence et la différence s'oppose à moi » est une stupidité totale. Totale. Deuxième et dernier exemple, avant de passer la parole au conférencier qui va nous expliquer ce qui va se passer maintenant, là, chez nous, parce que la Catalogne, c'est quelque part chez nous. Dernier exemple que je vais prendre en Bretagne. En Bretagne, il y a pas mal de temps de ça, se fêtait, je crois que c'était le 20e anniversaire des écoles d'Iwan, l'équivalent de nos calendriers. Et il y avait le président de ces écoles-là, donc je suis venu en tant qu'élu, couper les rubans, je ne sais pas quelle était la couleur des rubans, je ne sais pas ce qui fut bleu, blanc, rouge, à vérifier. Et voilà, donc on dit c'est formidable, langue bretonne, la tradition, très bien. Et puis ensuite, on se retrouve tranquille pour manger à quelques-uns. Je dis, bon, maintenant que les caméras sont loin, que les micros sont loin, c'est quoi ton vrai bilan des écoles d'Iwan? Il me dit, Gérard, tu vois, en 20 ans, classe d'âge qui passe en 20 ans dans les écoles, je ne suis pas sûr d'avoir fait un bon européen. Je ne suis pas sûr d'avoir fait un bon français. Je ne suis même pas sûr d'avoir fait un bon breton. Et c'est donc je suis sûr, je n'ai pas fait un seul raciste. J'ai pas fait un seul raciste. À partir du moment où quelqu'un est reconnu pour ce qu'il est, dans sa différence, dans sa valeur, il ne voit plus l'autre comme un agresseur. Ça fait chuter le taux d'agressivité globale. Je crois que ce qu'il y a d'important dans le débat qui va s'ouvrir aujourd'hui avec notre conférencier, qui ne se terminera pas ici, qui va perdurer bien au-delà de notre salle de cours, où j'ai plaisir de revenir presque 30 ans après, c'était ma fac. Elle n'a pas beaucoup changé, les briques sont toujours au même endroit. Elle a changé de statut, hein, et de nom. Et de nom, hein, Jaurès, et heureusement, ça c'est une bonne chose d'avoir changé de nom. Donc, ce débat n'a d'intérêt que si effectivement on est capable de dépasser ses peurs, on est capable de voir la réalité en face. Le monde bouge, la vie est complexe, et la vie a toujours raison. À nous de l'accompagner pour tirer les leçons de tous ces drames que cette petite carte que je vous ai projetée en 203 secondes ont malheureusement fait sur notre beau continent. Et si on ne peut pas refaire ces erreurs-là, de le faire dans le respect des différences, en commençant quelque part, pourquoi pas en Catalogne? Pourquoi pas en Catalogne? Et j'en termine là. Je vous remercie. Merci. C'est donc le grand privilège d'introduire Josep Luis Carod Rovira. Mon accent catalan est déplorable, je le sais. Pourtant, j'ai passé de très nombreuses vacances en Catalogne. Pour moi, c'était la Costa Brava. Dès que j'écoutais en voiture, dans la voiture de mes parents, quand on arrivait à Radio Centrale de Guichon, ça y est, j'étais en vacances. J'étais en vacances.
Donc c'est quelqu'un qui est bien connu chez nous tout simplement, parce qu'il a eu des responsabilités très importantes de l'autre côté des Pyrénées, vice-président, Premier ministre. Oui, parce que moi quand je suis vice-président de ma région, quand je rencontre mes homologues côté catalan dans le cadre de l'Eurorégion, je rencontre des ministres. Vous voyez déjà la différence, différence de statut. Donc c'est quelqu'un qui a eu une peu haute responsabilité au sein de l'Esquerra Republicana Catalane. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours des républicains dans la péninsule ibérique. Et ça, je crois aussi que c'est un merveilleux débat qu'il faudra avoir. À quoi servent les rois? Un jour ou l'autre, il faudra quand même bien se poser ce genre de questions, quand on sait ce que ça coûte et ce que ça a coûté, surtout par le passé. Et c'est quelqu'un, surtout, qui est quasiment un devin. Il a écrit il y a quelques années un bouquin qui s'appelle 2014. 2014, nous y voilà, comme Orwell qui avait dit 1984. Voilà. Lui, c'est 2014. 2014, un rendez-vous effectivement pour envisager un autre rapport à soi-même. Parce que le destin que va se choisir la Catalogne va peut-être ouvrir des consciences par ailleurs. Ouvrir des consciences. La Catalogne, le monde entier va la regarder. Si ça se passe de manière très transparente, ce dont je ne doute pas, très démocratique, ce dont je ne doute pas, très joyeuse, ce que j'espère fondamentalement, je vous assure que tous les obstacles que l'on nous présente actuellement, en disant l'Union européenne ne reconnaîtra pas, je connais bien l'Union européenne, elle reconnaîtra, ne vous en faites pas. Elle est obligée aujourd'hui de dire le contraire, mais si elle a reconnu le Kosovo, elle reconnaîtra la Catalogne, ne vous en faites pas. Effectivement, si on n'écoute pas monsieur Alejo Vidal Quadras, mon ancien collègue vice-président, il parle comme ça, c'est pour ça que je dis, qui lui va envoyer l'exército, l'armée tout de suite, si effectivement la bêtise humaine reste dans les cartons de l'histoire, je crois que ce qui va se passer en Catalogne peut éclairer le monde. À vous la parole. Aviciats va bé Mundet, Mercè Esclar de Sabenguts, és un verdader plaisir de ser Tolosa away. Et après ça, je vais essayer de parler français. C'était pas du français. Non, pas du tout. Deux choses d'abord, je vous invite à voir la prochaine édition de cette carte, qui est un avis, l'édition de 2015. Il y aura des bonnes nouvelles, il y aura une petite modification, plus exactement à la Méditerranée nord-occidentale. Et une modification qui va arriver avec une arme très importante, qui s'appelle démocratie, et avec une armée très puissante, qui s'appelle les jeunes, les hommes, les femmes de la Catalogne. Alors j'espère qu'avec cette arme et cette armée, l'Europe va accepter une décision démocratique. J'arrive de la Catalogne, qui avec Luxembourg sont les seuls deux pays de l'Europe qui ont 3 langues officielles sur le même territoire. 2 langues qui sont propres du territoire administratif de la Catalogne, les catalans et l'occitan. Grâce à vous, j'ai oublié de le dire, grâce à vous. Grâce au Parlement de la Catalogne, qui a voté favorablement la loi que quand moi j'étais vice-président de la Catalogne, j'ai présenté au Parlement. Et aussi l'espagnol, parce qu'il est la langue officielle dans tout le royaume de l'Espagne. Alors je vais vous parler de la notion des nations, de l'idée des nations, en vous disant que je suis pour la nation, mais pas pour le nationalisme. Moi, je suis un été nationaliste, je suis un catalan de la gauche, qui veut que son pays soit un pays indépendant. Mais moi, je n'aime pas le nationalisme, mais j'aime beaucoup les nations, et d'abord la mienne, bien sûr. Aujourd'hui, l'idée des nations, il a plusieurs éléments qui conditionnent l'idée des nations. Le procès de globalisation, pas seulement économique,
mais aussi de circulation d'idées, des influences culturelles et traditions diverses, les paysages plurilingues, des identités complexes, simultanées, multiples, et aussi des constructions d'identités personnelles sans aucune connexion sur l'espace physique, par exemple, communauté d'Internet. Face à cette diversité, le nationalisme essentialiste, pour moi, le nationalisme essentialiste est plutôt, notamment, le nationalisme d'État, adopte toujours une attitude à la défensive face au cosmopolitisme. Il a un certain peur face au mouvement migratoire massif. Il se sent menacé, perdu. Mais, curieusement, habituellement, le nationalisme d'État oppose toujours le cosmopolitisme aux revendications nationales des nations qui n'ont pas d'État. C'est une chose amusante parce qu'il nous dit que c'est un peu anachronique de vouloir un État dans une Europe unie. C'est une affirmation magnifique. Alors, j'espère que vous serez les premiers à renoncer à l'État. Alors, c'est amusant que ceux qui ont de l'État nous demandent à nous, qui n'avons pas d'État, de renoncer à ce que nous n'avons pas. Alors, c'est vrai que l'Europe, elle est chaque fois plus unie. Tout le monde veut l'Europe, mais tout le monde veut l'Europe, tout le monde veut y aller à partir de sa propre réalité statale. Le nationalisme, il aspire toujours à faire une certaine construction de l'identité nationale qui est déjà faite. Parce qu'il veut préserver une essence nationale, une vérité nationale officielle, une identité officielle. Une nation indiscutible, inquestionnable, éternelle, on disait avant, pour justifier l'origine et la validité immutable de la nation autour d'une identité ethnoculturelle qui est déjà terminée et fermée pour imposer aux nouvelles générations la nation qui vient du passé. La nation des morts s'impose à la nation des vivants. Le nationalisme d'État, mais jamais se présente comme nationalisme, mais toujours comme patriotisme. Les nationalistes d'État, ils sont toujours des patriotes. Et c'est à la mémoire de ces patriotes qu'on voit des monuments partout, toujours comme souvenir des guerres et des martyrs pour la patrie. C'est pour ça que le vrai nationalisme, il est toujours le nationalisme qui est payé par le budget général de l'État. C'est le nationalisme le plus professionnel. Le nationalisme essentialiste, il veut conditionner l'identité, mais aussi les attitudes politiques et culturelles. Il défend une idée de nation qui est absolument immodifiable, cohérent en lui-même, imperméable absolument aux nouvelles apportations, statique, incapable d'évoluer. C'est une notion de nation sans aucun espace pour la diversité interne. Les mécanismes d'imposition de cette
idée de nation. Il y en a des mécanismes qui sont violents, d'exclusion, de rejet, les identités meurtrières, les appels Amin Maalouf, qui parfois parlent de bons et de mauvais nationaux. Il y a des manifestations nationales qui ont l'apparence d'être naïves, innocentes, ce qu'on appelle le nationalisme banal. Le nationalisme banal de Michael Billig, c'est le nationalisme qui parle d'une réalité qui apparaît dans la vie quotidienne. Par exemple, c'est le nationalisme qui se sent menacé par un petit drapeau dans un t-shirt du Barça, le drapeau catalan ici, petit, comme ça, mais qui trouve absolument normal un drapeau d'une dimension presque une piste de champ de tennis. Ça, c'est normal. Et qu'il n'a pas non plus des scrupules scientifiques à poser nationalité à la vélocité. Par exemple, l'Espagne, c'est le pays du monde où la vélocité a nationalité. Ici, vous avez le TGV. En Espagne existe l'alta velocidad espagnole. Là, la vélocité, c'est espagnol, pas scientifique. Mais les nationalismes d'État, je crois que c'est une chose des États, mais ne doit être une option pour les nations que nous n'avons pas d'État. Parce que cette rigidité du nationalisme essentialiste, c'est la raison la plus importante par laquelle aujourd'hui je crois que le projet national des États, il est un projet qui est démodé. Plutôt par une seule raison, parce que dans cette conception, la nation est un espace vide. Pour les États-nations, est plus important des kilomètres de territoire que de 1000 personnes. Un État-nation, elles peuvent perdre, par exemple, 2000, 3000, 5000 personnes, mais on n'accepte pas de perdre 1 kilomètre de territoire. Le nationalisme essentialiste, pour lui, les hommes, les femmes sont des instruments, mais ils ne sont pas les protagonistes. C'est pour ça que je ne veux pas que mon pays il peut avoir une conception qui ne profite pas de toute la force singulière de la pluralité pour être avec fidélité à la propre tradition d'ouverture, de flexibilité et d'adaptation. Je crois qu'une nation avec une identité fixe, immutable, c'est une nation qui va au chemin de la défaite totale. Dans le cas catalan, un modèle de pays congelé dans le temps est impossible. Mais plutôt, c'est un modèle qui n'est pas désirable, parce qu'il n'a aucune attractive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons en Catalogne, un pays de 7,5 millions d'habitants, permanent en construction. Une nation dynamique, ouverte, inclusive, qui est orientée à l'avenir et qui a des vinculations très fortes avec la liberté, avec les libertés. C'est pour ça que nous parlons chez nous de construire une nation, et pour ça, il faut passer du nationalisme à la nation. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de faire un projet national pour l'avenir et les protagonistes
de ce projet national doivent être les générations actuelles. Pas les Catalans du 19e siècle ou du Moyen-Âge, les Catalans d'aujourd'hui. Alors, les Catalans d'aujourd'hui sont des Catalans qui viennent de partout. Il y a un Catalan qui arrive de l'Amérique du Sud, de la Roumanie, du Maghreb. La troisième langue de Catalogne est la masique. La quatrième, c'est l'arabe. Après les romanais, après les chinois, l'urdu, panjabi, et comme ça jusqu'à 282. Pour nous, le plus important, le point central, c'est que pour nous, la nation est l'avenir possible. Pas seulement les essences d'un passé qui est fermé et modificable, mais plutôt un projet national démocratique où c'est renouveler ou mourir. Et on ne veut pas mourir, on veut vivre. Et vivre en liberté. Aujourd'hui, il est justement les passés avec des origines géographiques, familiales, sociales, culturelles, linguistiques, religieuses, c'est le passé qui est différent. Mais c'est l'avenir qui est le même par tout le monde, si nous voulons. Nous avons alors un futur, un avenir pour partager, parce que nous n'avons pas une conception de la nation basée sur le lieu de naissance, ni une vision de la nation basée sur les noms des gens, ni non plus sur la langue qu'on parle chacun où il veut. Alors, être catalan, c'est quoi? Si être catalan n'est pas un héritage, si ne doit être une imposition, être catalan est un choix, on peut choisir être catalan. Être catalan, c'est l'expression d'une volonté. Il devient catalan qui veut être catalan. Ça, c'est une affirmation qui pour nous est très importante parce que la base de cette affirmation n'arrive pas des conceptions ethniques, pas du tout, sinon des conceptions strictement démocratiques. Alors chez nous, on ne ferme pas les portes, on dit nous avons un héritage culturel qui vient de loin, d'accord, c'est un héritage très important, mais on réserve toujours un espace parce que ce qui arrive des différents pays, ils peuvent faire son apportation, améliorer la réalité que nous avons. C'est pour ça que nous disons que notre nation, c'est l'aujourd'hui, et le pays des Catalans sont les hommes et les femmes qui habitent aujourd'hui la Catalogne. Et au contraire du nationalisme essentialiste, nous disons, il y a en Catalogne une diversité d'identités fantastique. Il y a des gens qui disent, moi je suis catalan. Il y a des gens qui disent, moi je suis catalan et espagnol. Il y a des gens qui disent, moi je suis argentin, très espagnol, un petit peu catalan. Il y a des gens qui disent, moi je suis sénégalais, très catalan, mais pas du tout espagnol. Moi je suis, je ne sais pas quoi, mais tout le monde, il a une seule chose à partager. Beaucoup, un petit peu, seulement une chose comme ça. On est catalan. Alors, on doit bâtir, on doit construire un pays, ceux qui sont seulement catalans, avec ceux qui sont aussi catalans. Alors, c'est pour ça que pour nous, la nation est plutôt
un horizon, un point d'arrivée qu'un point de partie. Un point de partie, il est bien sûr pour ceux qui sont catalans d'origine. Et moi, je suis catalan de toute la vie. Oui, mais la nation qui arrive, c'est une nation qui est faite pour les Catalans de toute la vie et qui sera faite pour les Catalans qui viennent de commencer toute la vie comme Catalans. Alors, la chose la plus importante pour nous, le plan d'identité, c'est l'identification. N'importe pas si mon voisin, il est catalan espagnol, il est marocain, hispano-catalan, sénégalais, végétarien, je ne sais pas quoi. La chose la plus importante, c'est qu'on a ensemble la conscience d'une même identification avec un morceau de monde qui passe pour la Catalogne. Ça veut dire avec un paysage humain, avec des valeurs, avec une langue, une culture, avec des habitudes, avec une musique, des sons, des odeurs. Et on finit pour aimer aussi les pays où on arrive, où on travaille, où on peut bâtir un avenir plus positif pour sa famille. Chez nous, on a